Dans ce webinaire Coefi, Vanessa Legarec et Christophe Hérault vous parlent des attentes des jeunes générations envers le monde du travail et introduisent une démarche qui intègre des pratiques de management agiles et innovantes au sein de la gouvernance cellulaire. Bienvenue pour ce webinaire que nous allons animer sur cette question de l'innovation managériale. Est-ce que ça peut apporter des solutions pour attirer et fidéliser les jeunes talents dans les entreprises, dans les organisations? Avec Vanessa, aux côtés de Vanessa Legarec. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Christophe Hérault. Je suis coach, formateur et consultant en matière de management et organisation. J'ai cofondé l'entreprise Coefi, où nous sommes 5 à accompagner les entreprises sur ces dimensions-là. On est au service de cette transformation et des évolutions des pratiques de management. Et Vanessa, je vais te donner la parole pour te présenter. Moi, je suis ingénieure de formation et je m'occupe du développement durable et de la responsabilité sociétale à Centrale Nantes. Mon poste précédent, c'était pendant 6 ans, j'ai animé le réseau des diplômés, le réseau des alumni de Centrale Nantes, et j'ai observé les évolutions des attentes à la fois des étudiants, des jeunes diplômés et des diplômés un peu moins jeunes vis-à-vis de l'entreprise, du monde du travail, de reconversion en quête de sens. Je suis coach professionnel et je vais vous parler aujourd'hui justement de cette génération Z. Que je côtoie, de gens qui sont nés après les années 2000, pour essayer de voir ensemble comment travailler avec eux et comment les intégrer, les recruter, les fidéliser en entreprise. Alors, comprendre les jeunes générations. On parle de génération Z. Est-ce que cette génération est singulière? Donc, pour redéfinir les choses, on parle depuis quelques années bien sûr, des baby boomers qui sont nés jusqu'à 65, de la génération X, de la génération Y comme Y, qui pose la question du pourquoi, donc née entre 80 et 2000. Et puis cette génération Z, née en 2000, donc née après 2000. C'est une génération qui est née avec Internet. Être né avec Internet, ça veut dire que depuis qu'on est tout petit, on sait que l'intégralité de la connaissance du monde est disponible depuis son smartphone. Et ça change tout parce que dès qu'il y a un fait, dès qu'il y a quelque chose, on se dit que on peut vérifier, on peut savoir, on n'a pas besoin de mémoriser, on n'a pas besoin d'avoir une connaissance encyclopédique, tout est disponible. Ça veut dire que c'est une génération aussi qui est habituée à de la transparence puisque l'information doit être disponible. C'est aussi une rapidité d'action avec une pensée. Moi, j'ai parfois l'impression une pensée plus en lien URL, une chose amenant une autre, que dans la linéarité d'un exposé avec un grand 1, un grand 2, un grand 3. Mais est-ce que c'est une génération qui se disperse? Peut-être aussi, c'est une génération qui va se lâcher plus rapidement, passer d'une chose à une autre. Et c'est aussi une génération qui se pense dans un monde mouvant. Et ça, c'est assez nouveau. On est aussi, depuis plusieurs années, avec un monde, donc depuis 2001, un monde incertain, un monde où il y a eu des attentats, où on peut aller boire un verre un vendredi soir sur une terrasse à Paris, et que ça soit la fin de sa jeune vie. Et donc, c'est aussi se penser dans l'instant, se penser dans une immédiateté, avec une promesse par rapport au monde du travail, de dire travaille bien à l'école et un bon job, économise et tu profiteras. C'est une promesse qui n'a plus sens pour cette génération. Et dans ces stratégies-là, alors est-ce que c'est une génération d'entrepreneurs? Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'avant d'entreprendre, et en tout cas, il n'y a pas de frein. Et on observe de plus en plus de gens qui vont monter leur boîte, soit en parallèle de leur vie professionnelle salariée, soit pendant leurs études, comme quelque chose de complémentaire, ou comme une réponse aussi à une envie de ne pas forcément rentrer dans un schéma classique. Donc, c'est une génération qui va être qui va beaucoup plus créer son job que, ou en tout cas, ne pas avoir ce frein d'entreprendre par rapport à ce qu'on a pu connaître avant. Alors, c'est aussi une génération
cette génération Z, elle se définit, elle se dit, est-ce qu'on va être la dernière génération à pouvoir changer les choses? On a une génération qui est éco-anxieuse, voire défiante, et engagée. Il y a une étude là, qui a été lancée par The Lancet pour l'association des psychologues auprès de 10 000 jeunes de 16 à 25 ans dans 10 pays. Les 10 pays, on a des pays du nord, du sud, ça va des Philippines au Portugal, au Royaume-Uni, en passant par la France. Et la question était, comment envisagez-vous l'avenir? Et les 3/4 des jeunes interrogés le qualifient d'effrayant. Ils se disent effrayés, tristes, anxieux, en colère, impuissants, désemparés, avec près de la moitié qui se disent affectés dans leur vie quotidienne par l'éco-anxiété. Donc, il y a les rapports du GIEC qui paraissent, les effets du dérèglement climatique qui sont de plus en plus évidents, et 64% estiment que leurs gouvernements ne font pas assez pour éviter une catastrophe climatique. Et quand on a 20 ans, c'est vrai que 2050, c'est très, très concret. Donc, il y a eu cette grande frustration de la COP26 qui a fini avec les larmes des dirigeants, donc face à cette inaction. Mais face à ça, face à cette colère ou ce sentiment d'impuissance, de plus en plus sont en train d'agir. Et notamment, Camille Etienne, donc, que vous voyez à droite sur la photo, est une jeune fille qui a fait Sciences Po et qui est dans un collectif qui s'appelle On est prêt, pour passer de l'urgence aux solutions politiques et organisationnelles, en se disant qu'est-ce que nous, on peut faire. Et notamment, donc, elle a lancé cette vidéo qui s'appelait Réveillons-nous, qui a été assez virale il y a 2 ans de ça maintenant. Et pour pouvoir se dire, une des solutions, elle est dans le monde professionnel, elle est dans l'organisation, elle est dans les entreprises. Donc, Camille Etienne a été à l'université d'été du MEDEF en 2021. Je peux passer la slide. Oui. Et en fait, non, celle d'avant, excusez-moi. Voilà. L'entreprise d'aujourd'hui est fatiguée, comme la démocratie d'aujourd'hui. Il faut qu'on ose réinventer tout cela pour plus de sens et peut-être pour travailler moins. Et cette phrase-là a déclenché des ricanements, beaucoup de sarcasme aussi face à cette notion de travailler moins, de travailler autrement. Et elle le dit avec son… J'aimerais bien, du haut de mes 22 ans, avoir la réponse à moi toute seule, évidemment. Donc, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il ne faut pas attendre de cette génération qui est très jeune, qu'elle se structure, qu'elle propose des solutions, parce que ça reste de l'expérience de ces 22 ans. Donc, je vous ai mis le lien vers la vidéo. J'ai fait un petit sondage auprès des étudiants de Centrale Nantes là, sur ce qu'ils pensent du monde de l'entreprise, quelle représentation ils ont. Bien sûr, il y a travail, collègues, dress code, ingénieurs, mais aussi siège social, hiérarchie, argent, burn-out, magouille, patron, délocalisation, qui viennent dans les représentations. Et c'est vrai qu'un certain nombre ont des représentations d'entreprises dont on parle dans la presse, dans les médias, pour des enquêtes, mais pas forcément. Ça peut être vécu comme une espèce de machin très opaque, et en tout cas, pas forcément, ils n'arrivent pas forcément à voir les humains qui sont derrière, à voir l'organisation humaine, à voir l'aventure que ça peut être. Donc, il y a vraiment cette nécessité de déconstruire des stéréotypes, et en même temps de leur permettre de comprendre qu'il n'y a pas l'entreprise, le monde de l'entreprise, qui aurait des codes gravés dans le marbre, mais il y a bien une multitude de façons de faire, d'envie, de champs d'action, et j'allais dire de terrain de jeu. Audencia, donc, qui est une école de management qui est à Nantes, s'est associée à Jobs That Make Sense pour sortir une étude là, qui est sortie en mars. Selon quels critères avez-vous choisi votre emploi actuel? Le critère prioritaire, c'est l'intérêt pour la mission, et ça monte même à 91% pour les 18-24 ans. Le deuxième critère, c'est l'impact positif sur la société ou sur la planète, l'acquisition de compétences et d'expériences, et qui vient ensuite, il y a quand même classiquement la situation géographique, la rémunération, c'est 23%,
la réputation du poste ou de l'organisation et la reconnaissance au travail. Donc, on voit vraiment cette prévalence de l'intérêt et de l'impact. Et puis, cette envie d'apprendre. Une des autres, alors c'est une étude qui est disponible, mais je vous ai mis que deux questions. Si vous êtes en recherche de sens au travail, quels sont les éléments déclencheurs? Et le premier élément, donc 81%, c'est énorme, c'est un besoin de cohérence avec mes valeurs et mes convictions personnelles. Ensuite, c'est la prise de conscience écologique. Et en troisième, le désaccord avec les pratiques managériales de mon organisation. 38% au global et 56% chez les 45 ans et plus. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on n'est plus sur un paradigme où on prend ses convictions, on les laisse au vestiaire, qui sont des phrases que moi, j'ai pu entendre à ma génération, nous dire on a son identité professionnelle de 9h à 18h, et puis ce qu'on a à vivre, on le vit à côté. Mais vraiment, ce besoin de pouvoir être qui on est, dans ses valeurs, dans ses convictions, et d'aligner le citoyen, l'humain et le professionnel qu'on est. Et Vanessa, je me dis que ça peut être un bon moment pour montrer le résultat du nuage de mots. Tout à fait. Alors, donc je vous partage l'écran. Un nuage de mots avec responsabilisation, épanouissement, attente, classique, manque de flexibilité, autorité trop rigide, peu d'implication, manque de créativité, exigence, heurte aussi, épanouissement. Et donc, pour conclure, on observe depuis quelques années maintenant un mouvement de fond dans les grandes écoles. Alors, est-ce que c'est la génération Z? En tout cas, c'est une partie de cette génération qui peut avoir le luxe du choix, je dirais. Ça a commencé en 2018. En 2018, c'est une année où il y a eu l'été le plus chaud depuis longtemps. Il y a eu le discours de Clément Chouane, donc un diplômé de chez nous qui, à sa remise des diplômes, son discours de remise des diplômes a fait le tour des réseaux en très peu de temps parce qu'il exprimait aussi ce mal-être, en tout cas de certains, de ne pas se reconnaître dans le modèle d'un cadre avec un salaire confortable, une voiture de fonction et qui se reconvertirait à 40 ans sur un métier plus green. Ce mouvement de fond, il a été décrit par Marine Miller, qui est journaliste au Monde, dans un livre qui s'appelle La Révolte. Il s'est matérialisé aussi par un manifeste pour un réveil écologique qui a été signé par 33 000 étudiants. Mais ce n'est pas nouveau. Il y avait déjà eu une analyse de Jean-Laurent Casselli, donc, qui est un journaliste, sur un livre qui s'appelait La Révolte des premiers de la classe, sur les reconversions en fait, des cadres qui fuyaient des jobs bien payés. Alors, il appelait ça la désertion des open space, la révolte du PowerPoint, pour devenir caviste, fromager, boulanger ou agriculteur. Et on a un de nos étudiants qui a réalisé un documentaire qui a eu le coup de cœur de jury à Cannes l'an dernier, qui prend justement, essaye de dresser un portrait de cette génération à travers 6 portraits de jeunes de Sciences Po, de Polytechnique, d'écoles de commerce ou de Centrale Nantes, de se dire quel parcours professionnel ont-ils envie de faire en accord avec leurs convictions. Donc, il a déjà fait une centaine de représentations, que ce soit dans des écoles ou dans des entreprises, pour justement aider les chefs d'entreprise à mieux comprendre ces aspirations. Donc, voilà, il y a ce mouvement de fond, l'actualité avec, il y a quelques jours encore, le discours des agros à la remise des diplômes d'AgroParisTech, où un collectif de jeunes disait ne pas du tout se reconnaître dans les métiers qui classiquement étaient proposés aux diplômés d'agro, que ce soit dans l'agroalimentaire ou dans les métiers de la transformation du vivant.
Donc, on voit que c'est un mouvement qui prend de l'ampleur, et pour autant, on continue à avoir des jeunes qui, dans les entreprises préférées dans les sondages, on va avoir Danone, Microsoft, Dassault Systèmes, Thales ou Google. Donc, quand on dit portrait d'une génération, on n'est certainement pas sur une génération d'un bloc, mais en tout cas, il y a cette question du sens et des modes de management qui se pose de plus en plus. Alors, est-ce qu'on va vivre un big quit à la française? On sait qu'aux États-Unis, il y a eu une démission massive suite au Covid. Ça fait plusieurs années, et notamment sur les métiers en tension, dans la tech, les développeurs, qu'on essaye de proposer des choses attractives, alors de l'ambiance baby-foot à des bureaux confortables où on permet aux gens une flexibilité sur les horaires, le télétravail maintenant. Mais est-ce que c'est vraiment la solution? Enfin, on est sur des outils qui peuvent peut-être attirer ou retarder une démission, mais ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui, ça ne marche plus. En tout cas, pour un certain nombre d'étudiants, ce n'est pas là la question. La question, c'est celle de l'engagement, avec, je dirais, une allergie au greenwashing et une forte aspiration à avoir un alignement entre les discours et les actes, notamment sur… on a des étudiants qui nous disent je n'ai pas du tout ressenti les valeurs de l'entreprise dans le processus de recrutement, j'ai eu l'impression d'être traité comme un numéro, donc je n'irai pas. Et puis, la possibilité de ne pas renier ses valeurs personnelles, de pouvoir les exprimer, de pouvoir s'impliquer dans des projets et d'être en lien et en alignement entre les valeurs personnelles et les valeurs de l'entreprise. Alors, quel est notre rôle? Comment recruter ces Gen Z? Comment les aider à grandir dans les organisations? Eh bien, je pense que notre rôle, c'est justement, il ne faut pas oublier que c'est une très jeune génération qui a plein de questions, mais qui n'a pas forcément les réponses. Et donc, notre rôle de les aider à grandir en entreprise, à mettre en place des modes de management où chacun va pouvoir être qui il est. Ça peut être un de nos rôles. En tout cas, j'ai la conviction que c'est une façon de réconcilier. La rupture n'est pas inévitable et qu'il y a beaucoup de choses à faire avec cette génération Z dans l'entreprise. Merci Vanessa pour ce portrait, cet état des lieux, en tout cas ce regard sur ce qui se passe avec les jeunes. Et je vais apporter un regard sur des formes de management qui apparaissent, qu'on voit évoluer et qui peuvent apporter certaines réponses. Enfin, il me semble, et en tout cas, on en débattra dans la dernière partie de ce webinaire. Alors, l'innovation managériale, c'est vaste et large. J'ai pris le parti de zoomer sur une forme d'innovation managériale, c'est pas la seule, mais en tout cas, c'est un référentiel qui me paraît intéressant à vous partager, c'est celui de la gouvernance cellulaire. Alors déjà, commençons par parler de Frédéric Laloux, qui a écrit son livre Reinventing Organizations à la suite d'une étude approfondie de grandes entreprises, de moins de taille significative, qui mettent en place des approches alternatives assez radicalement différentes de ce qui se voit dans l'ensemble dans la majorité des entreprises. Et donc, il a théorisé ça en rapport avec le modèle de la spirale dynamique. Et je vous ferai pas ici l'ensemble du cours de son livre, qui est un sacré pavé et qui a beaucoup de profondeur. Mais pour dire quelques mots, il a pu identifier et théoriser que les évolutions dans les organisations se font par paliers. Il y a des modalités nouvelles qui sont inventées à une certaine période et qui permettent d'avoir quelques nouvelles possibilités. Et donc, il y a un stade assez tribal où on a inventé la hiérarchie. Il y a un stade ensuite où on a inventer un organigramme stable, quelque chose qui permet de la répétabilité, c'est toute la dimension monarchique ou des structures ecclésiastiques qui ont pu être mises en place.
Et ensuite, il y a le stade orange avec une visée de la réussite, où là, on a inventé l'innovation, la responsabilité et la méritocratie, ce qui change beaucoup du modèle précédent. Et puis, un courant vert qui permet d'avoir une approche qu'il appelle pluraliste, où on autonomise les gens, on met la culture et les valeurs au centre de ce qui se passe dans l'entreprise et le respect des personnes et des parties prenantes. Et donc, pour aller au-delà, il a vu un stade qu'il appelle évolutif ou opale. Et dans cette vision du monde opale, l'entreprise est plutôt imaginée comme ou une terme de métaphore d'un organisme vivant, d'un écosystème où il y a tout un tas de choses qui se passent, qui ne sont pas décidées de manière centrale par une tête, hein, dans le paradigme orange de la réussite. C'est ce qu'on voit sur la plupart des entreprises dans notre monde aujourd'hui, avec une hiérarchie. Et on décide des choses et on conduit, on planifie, on prédit les choses et on conduit l'action en fonction de cette planification. Là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'émergence qui se crée comme dans une forêt. En réalité, dans une forêt, il n'y a pas quelqu'un qui décide les fourmis doivent faire ça, les biches doivent faire ceci et l'arbre doit pousser comme ça. En fait, tout se fait de manière organique et s'auto-ajuste en permanence. Et c'est ça qui fait que l'ensemble de l'écosystème est optimisé et fonctionne au mieux. Et bien, donc, c'est ça l'idée dans ces entreprises-là qu'il a étudié, il a identifié que il y avait quand même trois piliers, trois dimensions particulières qui ont été inventées et qui permettent de caractériser ce stade. C'est d'une part l'autogouvernance, donc les équipes décident par elles-mêmes de comment elles fonctionnent, de ce qu'elles font, de comment elles le font. Bien sûr, pas seules, en relation, en lien avec le reste de la structure. En particulier, je passe au troisième point, en lien avec la raison d'être de la structure. C'est-à-dire que cette vision, cette compréhension de la raison d'être de l'ensemble permet à chacun de se positionner et d'agir pour le bien commun, au service de cette raison d'être. Mais cette raison d'être, elle n'est pas juste donnée par la tête et que tout le monde doit s'y attacher, mais en fait, elle est co-construite en permanence. Il y a une évolution naturelle et organique finalement de cette raison d'être par l'expérimentation, par les prises d'initiative qui ont lieu dans l'autogouvernance. Et le troisième pilier, c'est la plénitude, c'est permettre à chacun d'être pleinement soi-même dans l'environnement de travail, d'être au travail, finalement, de s'épanouir et de se réaliser au travail comme on le fait dans sa vie personnelle et de ne pas être contraint de porter un masque ou un costume. Tout ce qui est la part des dress codes, ça faisait partie des mots-clés qui sont ressortis du sondage qu'a fait Vanessa. Voilà, de ne pas être contraint par quelque chose qui nous obligerait de nous comporter et de nous habiller d'une certaine manière, mais de pouvoir être vraiment soi-même. Comment ça se concrétise dans la gouvernance cellulaire? C'est ça que je voudrais faire comme parallèle. La gouvernance cellulaire est un référentiel qui permet d'évoluer, de créer un environnement dans lequel à la fois le travail est efficace, mais aussi dans lequel on prend soin de l'humain. Et, vraiment, il vise à mettre en œuvre l'ensemble de ces trois piliers du paradigme opale. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir un parallèle. La gouvernance cellulaire définit trois espaces: l'espace contrat, l'espace lien et l'espace sens, qui viennent en directe corrélation avec ces trois piliers décrits par Frédéric Laloux. L'autogouvernance, donc en lien avec le contrat, comment on contractualise les choses pour être en autogouvernance et que ça fonctionne, que ce soit pas l'anarchie. Comment on peut être en lien avec soi et avec les autres, qui nous permettent de vivre cette plénitude. Et cette question du sens à tous les étages qui revient à parler de la raison d'être. La raison d'être, ça parle du sens. La philosophie qui est derrière cette gouvernance cellulaire, c'est de permettre aux structures de
réaliser leur raison d'être et de le permettre au mieux. Et ça, c'est important parce qu'on a besoin d'efficacité, on a besoin que la structure, elle atteigne ses objectifs, qu'elle vive dans ce monde complexe et mouvant. Hein. Donc, c'est pas quelque chose qui serait quelque part un monde des bisounours, hein, dans lequel on se fait du bien, on se fait plaisir, mais on ne tient pas compte de la réalité économique. On tient compte de la réalité économique, il faut que ça marche. L'autre dimension, c'est qu'on permet aux humains qui sont dans ces structures de se réaliser. Et, et en fait, on voit là qu'on a quelque part parfois deux polarités. Hein. C'est soit le bénéfice de la structure, soit le bénéfice de la personne. Et du coup, on a un équilibre à trouver entre ces deux polarités-là. Et ça se fait dans un mouvement permanent d'ajustement, de rééquilibrage, d'actualisation de nos priorités. Quelque part, cette gouvernance cellulaire, elle vise à laisser chacun pouvoir engager ce qui lui paraît utile pour la structure. Et de chercher comment on peut traverser les conflits de manière bénéfique et grandir de ça. Et de pouvoir ajuster la raison d'être de manière à ce qu'elle soit motivante, qu'elle soit alignée avec les valeurs. Ce dont parlait Vanessa sur l'alignement des valeurs, c'est très en lien en fait avec cette possibilité d'ajuster la raison d'être pour qu'on puisse trouver sa place au bon endroit et contribuer à un projet qui nous porte. Et ainsi, voilà, l'idée, c'est que chacun puisse exercer ce pouvoir créateur. À la fois l'organisation exerce son pouvoir créateur, mais chaque personne. Et ça avec un sens des responsabilités et de l'humanisme. Alors ça, c'est très générique, c'est de la philosophie. Si on regarde les principes du coup qui en découlent, au niveau du sens, dans la gouvernance cellulaire, on voit qu'il y a tout démarre de la raison d'être. La raison d'être de la structure. Et puis quand on va créer des sous-structures, des équipes, qu'on appelle des cellules à cet endroit-là, eh bien, chaque structure, chaque cellule va avoir sa raison d'être. Chaque rôle dans la structure va avoir sa raison d'être. Et puis, on va se poser la question aussi, quand on met une règle, quand on met une politique en place, quelle est la raison d'être de ça? Du coup, ça permet un alignement par le sens qu'à tous les étages, finalement, on se pose la question de la cohérence entre ce que l'on fait, de ce qui est attendu au niveau plus large de la structure, et comment moi, en tant qu'individu, je suis aligné par rapport à tout ça. Dans les autres principes, dans cette dimension dans l'espace lien, il y a un principe de favoriser l'estime de soi dans la gouvernance cellulaire. C'est inspiré quand même de l'élément humain, les travaux de Will Schutz qui portent cette théorie de l'élément humain. Et le principe de l'estime de soi, c'est que en fait, ça sert, c'est un des plus grands motivateurs de notre engagement dans la vie et au travail en particulier. Ça nous permet d'avoir une capacité d'ajustement. Quand mon estime de moi est bonne, je suis flexible. Ça va bien, je peux m'adapter à la situation et aux relations. Mais par contre, quand je suis pas à l'aise avec ce que je perçois de moi, eh bien, je vais mettre en place des mécanismes de défense et je vais avoir des rigidités. Et là, la coopération va être difficile dans l'équipe. Et quand mon estime de moi est bonne, je peux avoir de la sérénité, je peux avoir ce sentiment de plénitude dont on parlait juste avant. Et cette estime de soi, finalement, on regarde les dimensions. Est-ce que je suis important? Est-ce que je suis compétent? Est-ce que je suis apprécié? Déjà, de moi, hein, à mes yeux, et puis aux yeux des autres. Et pour ça, voilà, il s'agit de pouvoir être, d'avoir toutes les parts de soi ici qui s'expriment pour être vraiment, vivant. Et du coup, c'est une responsabilité de la structure. Le principe que pose la gouvernance cellulaire, la structure organisationnelle a pour mission de créer des conditions où on va pouvoir s'épanouir et avoir une estime de soi qui est haute. Et de même, il y a une responsabilité individuelle aussi, que chacun
puisse prendre des actions, se prendre en charge et prendre sa responsabilité de prendre soin de ça. Il y a une dimension d'énergie collective dans cet espace lien, de comment on crée de la cohésion, de la confiance et de l'authenticité dans le climat de travail, et comment chacun peut adopter une posture de coopération dans une relation adulte-adulte plutôt qu'une relation parentale, parent-enfant qu'on retrouve souvent dans les hiérarchies pyramidales. Et autre principe dans l'espace contrat, il y a un principe de liberté, de choix, en responsabilité. Et donc là, ça permet à chacun d'engager ce qui lui paraît utile pour la structure dans ses rôles, et ça donne une souveraineté à agir, de décider, et en même temps, si on ne laissait que ça, que de la liberté, il pourrait y avoir finalement un peu du chaos et que finalement on ne réalise pas réellement la raison d'être parce que chacun fait n'importe quoi. Et donc il y a une exigence de solidarité, c'est-à-dire que chacun peut aller poser un problème en disant ça marche pas, ça j'ai besoin qu'on y travaille, et il y a un engagement du groupe à faire en sorte qu'on résout, on travaille ensemble pour dépasser ces difficultés au service de la raison d'être. En termes de culture, qui est assez centrale, qui permet que tout ça fonctionne, c'est l'auto-ajustement permanent, c'est-à-dire cette recherche de l'équilibre, en agilité, dans l'approche des méthodes de management agile, on fait assez couramment la rétrospective, on voit ce qui marche pas et on ajuste. Et ça, toute la structure de la gouvernance cellulaire est faite de manière à permettre cet ajustement en cycle court pour que de manière organique, il y a une dimension auto-ajustement, ça fonctionne. Tout ça, c'est basé sur une constitution. Et ça, c'est un changement important par rapport aux pratiques managériales habituelles. Ça, c'est un management constitutionnel. Et la constitution, c'est une loi fondamentale qui fixe l'organisation et le fonctionnement de l'organisme. Et avec ce principe que la loi s'applique à tous. Et c'est ce qui change complètement par rapport à la hiérarchie habituelle, où finalement, c'est le manager qui a un pouvoir sur les gens et qui, quelque part, peut leur demander un peu tout ce qu'il veut. C'est ce qui s'est passé quand on est passé du mode féodal à la République. On a posé une constitution qui définit les droits et les pouvoirs de chacun. Et donc, là où le roi avait tout pouvoir sur ces sujets, eh bien, à partir du moment où on passe en République, le président de la République, il a certains pouvoirs dans la conduite du pays, et il y a de la liberté, de l'autonomie qui sont permises par les infrastructures, les institutions qui sont posées dans la Constitution. Eh bien, c'est pareil du coup dans le management. On sort d'un management féodal où le manager et la hiérarchie peut demander tout, peut mettre son nez dans tout ce qu'il veut, et on définit des limites de comment ça fonctionne. Et en quelques mots, comment ça fonctionne en gouvernance cellulaire? Alors bien sûr, il y aura besoin d'aller dans le détail pour que vous en saisissiez la mécanique profonde, mais je resterai à ce niveau du synopsis. Le principe, c'est que dans la structure, il y a des personnes, il y a des membres de la structure. Ces membres prennent des rôles, hein, et donc dans ces rôles, chaque rôle a une raison d'être et des redevabilités. C'est ce qu'on attend de ce rôle, c'est ce dont il est comptable, que n'importe qui peut lui demander de livrer ses attendus. Et la personne se met au travail, elle fait son métier, elle agit au quotidien, et en faisant son travail, l'activité dans ses rôles, elle va ressentir des tensions vers quelque chose, une aspiration, une envie de créer une nouvelle idée, une innovation. Voilà, donc c'est une tension vers quelque chose, ou alors ça peut être une tension par quelque chose, c'est-à-dire ça me va pas, il y a ça qui me dérange, ça m'empêche de réaliser mon rôle, ça m'empêche de réaliser la raison d'être d'un de mes rôles, parce qu'en réalité, les rôles sont euh, ce qui change de la fiche de poste dans une structure pyramidale. Pour une personne, il y a une fiche de poste. Là, dans cette structure-là, une personne peut avoir différents rôles dans différentes cellules. Et c'est voilà, il y a une sorte de déconnexion quelque part de
mon rôle et de la personne. On a cette conscience-là. Et donc, dans l'action, dans l'activité des rôles, la personne ressent des tensions. Et plutôt que de continuer de vivre avec ces tensions, comme ça se passe souvent dans les entreprises, où chacun va essayer de traiter ces tensions dans des rapports de pouvoir, en essayant d'influencer un tel, mais il n'y a pas un espace qui est dédié pour traiter ça. Ici, dans la gouvernance cellulaire, on crée l'espace opération dans lequel chacun vient et peut apporter ses tensions. Et là, les tensions sont amenées et on va traiter ça dans une relation adulte-adulte en se faisant des demandes. Et donc, c'est qui demande? De quel rôle je parle? À quel rôle je m'adresse? Quelle est l'action que je demande? Et on vérifie que la personne, le rôle qui est interpellé là, vérifie que c'est bien dans ses redevabilités de fournir ça et on passe contrat, on se met d'accord sur ce qu'il y a à faire. Donc, c'est des choses opérationnelles traitées dans cet espace-là. Et dès qu'on voit qu'en fait, ça vient poser des questions d'organisation, il faut changer des rôles, il faut changer des redevabilités, il faut poser une règle, une politique pour la cellule ou plus largement pour la structure, eh bien, on va ouvrir un temps de réorganisation. Et dans ce temps de réorganisation, il y a des procédures qui sont définies dans la Constitution de comment on gère le temps de réorganisation. Et en particulier, là, on met ces décisions-là avec des processus comme de la décision par consentement. C'est une proposition par défaut dans la Constitution, mais après tout, on pourrait imaginer qu'une entreprise ajuste la Constitution et la fasse et décide d'un autre processus de décision qui ne serait pas de la décision par consentement, mais qui serait une décision par vote, par exemple. En tout cas, ce qui compte, c'est que ce soit écrit, défini, et chacun sait comment les choses vont être décidées. Si j'ai amené dans ma réunion opération une tension interpersonnelle, j'ai quelque chose qui ne va pas avec une personne, ma relation n'est pas bonne, eh bien, on ouvre un espace de régulation. Et là, la Constitution propose différents processus qui permettent d'aller traiter cette dimension interpersonnelle. Et il y a des processus qui sont inspirés, par exemple, de la communication non violente ou permettent des temps d'échange un peu inspirés des cercles restauratifs ou ce genre de choses. En tout cas, les gens savent comment traiter une tension interpersonnelle. Plutôt que d'aller toujours voir un supérieur hiérarchique et de lui demander de résoudre le problème pour nous, là, chacun peut être autonome et se prendre en main. Et de même, quand ma tension elle est liée à une dimension de sens, sur des valeurs, des choses comme ça, je peux demander un temps de positionnement éthique. Ou alors, si c'est sur les questions de sens liées à la raison d'être, je peux demander qu'on re-questionne la raison d'être, qu'on y travaille ensemble, qu'on la fasse évoluer. Voilà, en tout cas, il y a un espace pour traiter ces éléments-là, plutôt que de les laisser sous le tapis, comme ça se passe bien souvent dans les entreprises, et qui génère tout un tas de ragots, de tensions, de discussions, parce que les gens ont besoin quand même d'exprimer ce qui se passe pour eux, mais on ne sait pas le traiter correctement. En résumé, la structure qui est apportée par la gouvernance cellulaire permet de tout considérer, mais sans tout mélanger. On a des espaces séparés et on sait comment le faire parce qu'on s'est mis d'accord sur le comment dans la Constitution. Bien sûr, c'est très rapide, ça vous donne qu'un aperçu, on survole tout ça. Et j'aimerais faire le lien avec, pour conclure ici, les deux sondages qu'a présenté Vanessa. Et donc, voir comment, dans ces sondages, il y a des questions de sens. Hein, comment vous avez choisi votre emploi actuel pour l'intérêt de la mission. Donc, c'est une mission qui fait sens, un impact positif sur la société ou la planète, un besoin de cohérence avec mes valeurs personnelles, une prise de conscience de l'urgence écologique, c'est aussi un engagement, et le manque d'utilité sociale de l'organisation. Ça, c'est des éléments de sens et donc de mettre des processus qui permettent à chacun de traiter le sens et de le faire évoluer, ça aide. Et donc, c'est en ça que cette gouvernance cellulaire peut aider. La dimension du lien, de comment on fait société, en fait, hein, se pose ici. Voilà, les gens ont envie d'avoir un impact positif sur la société ou la planète. Ils ont besoin d'acquérir des compétences et des expériences, et donc pour ça, d'être soutenus et qu'il y ait de la coopération pour permettre à chacun de grandir là où il en a envie, là où il en a besoin. Et quand il y a du désaccord,
avec les pratiques managériales. Ça parle aussi de comment on est en relation dans l'entreprise, de comment ça se passe et de la qualité donc du lien qui se crée là. Et dans l'espace contrat, dans la possibilité d'entreprendre à sa manière, eh bien, cette forme d'autogouvernance permet à chacun de trouver de l'intérêt pour la mission parce que chacun va prendre les rôles qui lui conviennent. Il va s'investir dans des différents rôles qui seront à sa mesure plutôt que d'avoir une fiche de poste qui lui est imposée qui n'est pas forcément taillée pour lui. Il va y avoir bien sûr la possibilité d'acquérir des compétences et des expériences grâce à ces différentes expériences sur différents rôles. Et cette partie d'autogouvernance va établir bien sûr des pratiques managériales complètement différentes et en particulier ouvrir un espace de dialogue pour se mettre d'accord. Quand on discute de la Constitution, quand on définit nos règles de management et de gouvernance, ça permet d'établir une autre approche. Voilà le lien que je voulais faire. Et donc, je vais à ce point-là ouvrir le débat et les échanges. Mais juste avant ça, donc clôturer l'enregistrement de ce webinaire. Voilà, donc les personnes qui pourront voir ce temps en replay auront les éléments clés qu'on a partagés ici, mais la partie débat, richesse des échanges qu'on ouvre maintenant sera réservée pour les participants au webinaire. Vous souhaitez découvrir la richesse de la gouvernance cellulaire? Vous aimeriez la mettre en pratique dans votre équipe ou la déployer dans votre entreprise? Sachez que Coefi organise des formations avec une pédagogie très vivante et orientée sur la pratique. Vous pourrez acquérir non seulement la capacité à faciliter les différents processus de gouvernance cellulaire, mais aussi enrichir considérablement votre management avec des pratiques de l'intelligence collective. Pour en savoir plus, visitez notre site web en flashant ce QR code ou en écrivant à Christophe Hérault. Coefi organise régulièrement des rencontres et des webinaires pour stimuler vos neurones et vous faire découvrir les innovations managériales. Notre spécialité est de donner la parole à nos clients pour qu'ils parlent de leur expérience de terrain et partagent les trésors de créativité qu'ils ont développés. Suivez-nous sur LinkedIn et en vous abonnant à notre newsletter.